Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons traiter la première grande partie de notre cours, à savoir la propriété littéraire et artistique. Cette propriété littéraire et artistique se compose d'une part du droit d'auteur, qui est l'élément principal, ensuite des droits voisins. Concernant le droit d'auteur, alors il s'agit de l'ensemble des normes, de l'ensemble des règles qui constituent un régime, celui de la propriété sur la forme des biens intellectuels. Ici, il faut bien insister sur le mot forme, puisqu'il désigne l'idée que ici la protection recouvre le caractère esthétique. Dans le droit d'auteur, ce qui est à protéger, c'est l'originalité esthétique, fruit de l'esprit de l'auteur. Le droit d'auteur est donc un régime de propriété sur des biens meubles incorporels, puisque ce que protège le droit d'auteur, c'est l'œuvre originale et non pas le support physique qui contient cette œuvre. Il est à savoir que le champ d'application du droit d'auteur est assez vaste et tend de plus en plus à l'être, puisqu'il concerne toutes les créations qui ont une dimension esthétique, à savoir la peinture, la photo, la radio, le cinéma, mais également les nouvelles manifestations des arts conceptuels, les différentes formes de design, les applications mobiles, etc. L'idée est donc que le champ d'application de ce droit d'auteur est vaste, mais qu'il ne cesse encore de s'élargir. Alors, pour comprendre le droit d'auteur, les droits d'auteur, il faut s'arrêter sur les trois notions principales qui le composent, à savoir l'auteur, créateur, l'œuvre qu'il crée et le contenu de la protection, ou plutôt est la protection qui encadre la relation entre cet auteur et cette œuvre. Alors, en droit de la propriété intellectuelle, on considère toujours que l'auteur, le premier auteur d'une œuvre, est la personne physique qui l'a créée, puisque jusqu'à récemment, une œuvre ne pouvait être créée que par une personne physique. La question n'est plus aussi simple, puisque maintenant, nous sommes confrontés à une grande question, qui est celle des œuvres créées par des intelligences artificielles. Donc, une œuvre originale, mais qui n'émane pas d'une personne physique, mais plutôt d'un programme d'ordinateur. Nous aurons l'occasion de traiter cette question plus tard dans le cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours la personne physique qui a créé l'œuvre qui est considérée comme premier auteur, et donc comme premier titulaire des droits. Il y a une exception, elle concerne les œuvres collectives, nous verrons plus tard ce que cela signifie. Les œuvres collectives sont souvent à l'initiative d'une personne physique ou morale. Le droit de la propriété intellectuelle nous dit que le premier auteur d'une œuvre collective est la personne physique ou morale qui a été à l'initiative de l'œuvre et sous la responsabilité de laquelle cette œuvre a été créée. Donc, pour les œuvres collectives, il est possible de considérer comme auteur, comme premier auteur, une personne morale. Autrement, c'est toujours une personne physique qui a créé l'œuvre. Ce qui nous renvoie donc à la notion d'œuvre. Alors, œuvre du latin opera, du verbe operare, qui signifie créer, travailler, ou plutôt obtenir un résultat par une activité créatrice. L'œuvre est donc une émanation de l'activité créatrice d'une personne physique. Elle mérite d'être protégée à une seule condition, c'est qu'elle soit originale. Une des particularités du droit de la propriété intellectuelle, c'est que la protection des droits d'auteur
plutôt une des particularités de la propriété littéraire et artistique, c'est que la protection commence dès la création de l'œuvre. Aucune formalité n'est nécessaire, aucune fixation sur un support matériel n'est nécessaire. Le simple fait de la création engendre le début de la protection. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'arrêter là, puisqu'il y a un certain nombre de principes qui encadrent le droit d'auteur. Un de ces principes, l'un des plus importants, c'est que les idées ne font pas partie du champ de la protection. Les idées sont exclues de la protection par le droit d'auteur. L'idée ici est simple, si je puis dire, c'est que une œuvre ne mérite d'être protégée que lorsqu'elle est sortie de l'esprit de son créateur. Le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais il protège les créations formalisées de façon consciente. Il protège la forme donnée par une personne à une idée pour l'indiviser et se l'approprier. Le droit d'auteur protège donc non pas les idées, mais l'exécution personnelle, intime, que fait un créateur de cette idée. Alors par formalisation, il ne faut pas entendre forcément fixation sur un support matériel. Un poème, par exemple, pour être protégé, n'a pas besoin d'être écrit. Il suffit simplement qu'il ait été dit en public. Une chanson, il suffit qu'elle ait été interprétée. Une pièce de théâtre, également. Il ne faut pas donc confondre formaliser de façon consciente une idée, l'exécuter, la sortir de son esprit. Il ne faut pas confondre ça avec le fait de la fixer sur un support matériel, qui est autre chose. Pour revenir à l'originalité, qui est la seule condition de fond pour protéger une œuvre, eh bien, elle signifie le lien intime entre l'auteur et son œuvre, l'empreinte de cet auteur sur cette création. Encore une fois, on revient à l'idée d'exécution. Vous pouvez aisément imaginer plusieurs personnes qui ont la même idée en même temps, mais lorsqu'ils voudront la formaliser, la faire vivre, l'exécuter, le résultat ne sera pas le même. Vous n'avez pas qu'à penser aux multitudes de romans qui ont décidé de traiter le même thème, un amour impossible par exemple, comme Roméo et Juliette. Vous trouverez des dizaines, voire des centaines de romans qui traitent de cette idée, mais la manière avec laquelle ils ont exprimé cette idée est totalement différente puisqu'elle dépend de la personnalité de chaque auteur. L'originalité est donc l'empreinte de la personnalité de l'auteur qui se manifeste dans sa création. Un autre principe important, et qui rejoint l'idée que le droit d'auteur a pour vocation de protéger les créations esthétiques, peu importe leur dimension utile et pratique, c'est la notion ou le principe de l'unité de l'art, qui signifie que le genre de l'œuvre, la forme avec laquelle elle a été exprimée, son mérite, sa destination, c'est-à-dire pourquoi cette œuvre a été créée, pour quel usage, eh bien tous ces éléments-là ne sont pas à prendre en compte. Un adage ancien dit que un juge, ne saurait être critique d'art. La subjectivité dans le domaine de la création artistique empêche l'idée de mérite, de destination ou de qualité. Personne n'est apte à dire si telle œuvre est de meilleure qualité qu'une autre dans l'absolu. Ça sera toujours une question de goût, une question de subjectivité. Et donc ces considérations-là ne rentrent pas en jeu pour la protection. Le seul critère, c'est l'originalité. Et l'autre principe, c'est celui de l'absence de formalité. Contrairement au droit de la propriété industrielle, un brevet ou une marque par exemple, dont la protection ne commence qu'après l'exécution de certaines formalités,
Pour le droit d'auteur, les formalités ne sont pas nécessaires. La protection de l'œuvre commence dès sa création. Pour autant, il est recommandé de procéder à l'enregistrement de son œuvre, au dépôt de son œuvre auprès des autorités compétentes, afin d'avoir un moyen de preuve en cas de litige, afin de prouver l'antériorité, prouver que l'on est le premier auteur de cette œuvre en cas de litige. C'est un moyen de preuve, l'enregistrement, mais en aucun cas une nécessité pour la protection. La protection commence du simple fait de la création. On dit que le droit d'auteur protège les œuvres originales. Eh bien, ces œuvres-là peuvent prendre plusieurs formes, un certain nombre de formes, et toutes ces formes sont prévues par la loi 200 sur la protection de la propriété littéraire et artistique. Donc, outre l'œuvre simple que l'on peut imaginer fruit de la personnalité ou de l'originalité d'une seule personne, on peut avoir des œuvres collectives. Les œuvres collectives sont des œuvres dans lesquelles ont participé un certain nombre d'auteurs, mais sous la direction, sous l'impulsion, sous la responsabilité d'un seul. Dans l'œuvre collective, une personne physique ou morale prend l'initiative, prend la responsabilité d'engager la production d'une œuvre. Sous sa responsabilité, il y a plusieurs co-auteurs, mais c'est ce premier auteur, celui qui donnera l'initiative, qui sera considéré comme premier auteur. Il s'agit donc d'une œuvre dans laquelle ont participé plusieurs auteurs. Il en va de même dans l'œuvre de collaboration, à ceci près que dans l'œuvre de collaboration, les participations de chaque auteur sont identifiables, et donc ici nous n'aurons pas forcément un auteur principal sous la responsabilité duquel ont œuvré les autres, mais nous aurons une série de co-auteurs, chacun étant considéré auteur de la partie avec laquelle il a contribué. On peut parler d'œuvres dérivées. Eh bien, les œuvres dérivées, comme leur nom l'indique, ce sont des œuvres certes originales, mais qui ont pris comme point de départ une œuvre déjà existante. Par exemple, un roman que l'on adapterait en pièce de théâtre. Une pièce de théâtre que l'on adapterait en film. Il s'agit de prendre une œuvre existante et de la dériver, de l'adapter en y mettant de l'originalité pour obtenir une œuvre nouvelle. C'est à peu près semblable à l'œuvre composite. Alors, l'œuvre composite, c'est une œuvre originale, mais qui se compose en partie d'œuvres préexistantes. C'est particulièrement ce type d'œuvre existe en grand nombre dans le domaine de la musique, notamment avec la technique du sample. Avec le sample, en fait le sample c'est on prend un petit passage d'une musique et on l'intègre à une création originale. Vous pouvez trouver une très grande variété d'exemples. J'en retiens un qui est national, qui avait donné lieu à un procès et à un dédommagement. C'était l'artiste marocaine Najat Atabou, qui a vu une de ses chansons ou une partie de sa chanson utilisée dans le morceau d'un groupe britannique qui s'appelait les Chemical Brothers, sans lui demander sa permission. L'œuvre nouvelle est une œuvre composite, c'est une œuvre originale certes, mais qui comporte un sample d'une chanson ancienne. Najat Atabou avait porté plainte et avait obtenu à la fois reconnaissance de son droit moral d'auteur, mais également une compensation financière. Les œuvres audiovisuelles sont elles-mêmes un type d'œuvre composite, puisque pour faire un film documentaire, pour faire un film cinématographique, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a une musique, il y a une mise en scène. Et chacune de ces participations
comporte une empreinte de l'auteur. Celui qui a créé la musique pour un film mérite la protection autant que celui qui a rédigé le scénario. Et donc, l'œuvre audiovisuelle est une œuvre protégée par le droit d'auteur. Nous verrons par la suite comment s'en protéger chacun des contributeurs. Nous avons également les œuvres des arts appliqués. Alors ici, nous sommes devant un type d'œuvre bien particulier, puisqu'il s'agit des œuvres d'art qui ont une dimension pratique. Ou plutôt l'inverse, ce sont des ouvrages d'art, comme des ponts par exemple, mais qui ont une dimension esthétique originale qui mérite d'être protégée. Nous avons également les œuvres photographiques. La photo est un art, et donc chaque photo prise sous réserve qu'elle soit originale mérite la protection. Nous avons également les œuvres du folklore. Alors, qu'est-ce que le folklore? C'est la manifestation artistique d'une identité territoriale. C'est une musique, c'est une danse, c'est un type d'artisanat qui provient d'une région, dont nous savons qu'il est originaire de cette région et qu'il est le fruit de la créativité des habitants de cette région, mais dont il n'est pas possible d'identifier un premier auteur dans le temps. Au Maroc, nous sommes extrêmement riches par ces manifestations du folklore, que ce soit par la musique, chacune de nos régions a une particularité musicale, que ce soit par les danses, notamment dans l'Atlas, ou que ce soit par l'artisanat. Je prends pour exemple les différents motifs qui sont tissés sur les tapis et qui sont propres à chaque région. Eh bien, ces expressions du folklore sont également protégées, de même que les œuvres modernes qui s'inspirent du folklore. Le législateur, après avoir listé les différents types d'œuvres, alors, petite précision, il s'agit des types d'œuvres et non pas des différentes manifestations artistiques protégées. Puisque, j'ai omis de le dire, le droit d'auteur protège la photo, le cinéma, l'art pictural, la peinture, le théâtre, la chorégraphie, la danse, la sculpture, les ouvrages d'art, mais également les programmes informatiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les programmes informatiques, les logiciels, sont protégés non pas par la propriété industrielle, le brevet, mais par le droit d'auteur. Partant du principe qu'un logiciel, c'est un ensemble de codes, et que les codes sont une rédaction, donc on considère qu'un logiciel est rédigé, et à partir du moment où il est original, il est protégé par le droit d'auteur. Donc, une fois que le législateur nous a précisé les différentes formes que peut prendre l'œuvre, il est venu nous expliquer qu'il y a des œuvres qui ne peuvent être protégées, qui sont exclues du champ de la protection et qui sont somme toute assez logiques. Donc, les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire ne peuvent pas être protégés puisqu'ici, il n'y a pas de manifestation de la personnalité de l'auteur, il n'y a pas d'originalité, c'est de la production normative. Les nouvelles du jour, al-akhbar, ne peuvent être protégées puisqu'il s'agit simplement d'une relation, du fait de relater ce qui s'est passé dans la journée. De même, comme on l'a dit, les idées ne peuvent être protégées, les procédés, les systèmes, les méthodes de fonctionnement, les concepts, les principes, découvertes ou les simples données. Vous remarquerez que tous ces éléments qui sont exclus du champ de la protection le sont soit par manque d'originalité, soit par manque de formalisation consciente. Pour synthétiser, le droit d'auteur signifie donc l'ensemble des prérogatives d'un créateur sur une œuvre originale qu'il a créée et qui porte l'empreinte de sa personnalité.
Encore faut-il savoir ce que signifie cette protection, ou le contenu de cette protection. Eh bien, dans la protection du droit d'auteur, il y a deux dimensions. Une dimension morale et une dimension patrimoniale. Le plus important, c'est peut-être les droits moraux. Alors, certes, ce sont les droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur de vivre de sa création, mais les droits moraux ont ceci de particulier qu'ils protègent l'auteur même lorsqu'il n'a plus les droits moraux, les droits patrimoniaux, même lorsqu'il les a vendus, lorsqu'il les a cédés, ou même lorsque la protection est terminée et que l'œuvre est tombée dans le domaine public, l'auteur ou ses ayants droit continuent pendant tout ce temps d'avoir des droits moraux. Qu'est-ce que les droits moraux? Eh bien, d'une part, c'est le droit d'un auteur de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit d'être cité comme auteur, ou à l'inverse, le droit de ne pas être cité comme auteur, le droit de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme. Le droit moral signifie également la possibilité de s'opposer, de contester, d'interdire toute déformation, mutilation ou modification de son œuvre qu'il considère ou qu'il jugerait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Donc nous n'avons pas ici d'aspect patrimonial, nous n'avons pas ici d'argent en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'honneur de l'auteur, sa réputation, et puis sa relation intime avec l'œuvre. Si lui a décidé que son œuvre devait sortir au monde de telle manière, eh bien personne d'autre n'a le droit de décider de la changer sans son autorisation. Ces droits moraux sont illimités dans le temps, c'est-à-dire même après la mort de l'auteur, ses ayants droit continuent d'avoir ce droit moral. Ils sont imprescriptibles, inaliénables. Un auteur ne peut pas renoncer à son droit moral et sont transmissibles aux ayants droit, c'est-à-dire que les successeurs, les héritiers, héritent de ce droit moral sur une œuvre. Et il vient ensuite, ou plutôt viennent ensuite, les droits patrimoniaux. Eh bien, les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui permettent à l'auteur de gagner de l'argent avec son œuvre. Ainsi, l'auteur d'une œuvre est le seul à avoir le droit de faire, d'interdire ou d'autoriser tous les actes d'exploitation d'une œuvre, à savoir éditer et rééditer son œuvre, la traduire, permettre la préparation d'adaptations, d'arrangements ou autres transformations, permettre la location ou le prêt au public de l'original de son œuvre ou d'une copie, permettre la distribution au public de son œuvre, représenter ou exécuter son œuvre au public, en public, importer des exemplaires de son œuvre, diffuser son œuvre par procédé radio ou tout autre procédé, et ce, pendant une durée équivalente à toute sa vie et 70 ans après sa mort. Vous remarquerez donc que l'auteur est seul à pouvoir permettre, à pouvoir autoriser toutes les manières de gagner de l'argent avec une œuvre. Pendant toute sa vie, et ses ayants droit gardent ses droits patrimoniaux 70 ans après sa mort. Alors ça, c'est le principe général. La vie de l'auteur est 70 ans après sa mort. Après, il y a des aménagements particuliers selon le type d'œuvre. L'œuvre de collaboration, bien sûr, est une œuvre où il y a plusieurs auteurs. Donc ici, ce qu'on va prendre en compte, ce n'est pas la vie de l'auteur, puisqu'il y en a plusieurs, mais la vie du dernier auteur. Le dernier auteur en vie est 70 ans après sa mort. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, ce qu'on va prendre en considération, c'est l'année de publication. 70 ans à partir de l'année de publication. Et puis, il y a d'autres aménagements particuliers que je vous invite
à aller chercher dans la loi 2.0.0. Se pose ensuite la question de la titularité des droits. Qui est titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre? Eh bien, le principe, c'est que l'auteur, personne physique, est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre. Mais encore une fois, le législateur vient nous donner quelques aménagements particuliers. Par exemple, pour les œuvres de collaboration, tous les auteurs sont considérés comme auteurs ou comme premier titulaire des droits, comme co-auteurs. Pour les œuvres collectives, est considéré comme premier auteur la personne à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée. Quand je dis la personne, il faut entendre qu'il est possible que ce soit une personne physique ou une personne morale. Concernant les œuvres composites, comme on a dit, une œuvre composite, c'est une œuvre nouvelle et originale, mais qui comporte des éléments ou un élément d'une œuvre ancienne, préexistante. Eh bien ici, l'auteur de l'œuvre composite, l'auteur qui a réalisé l'œuvre composite est considéré comme son premier auteur, mais sous réserve des droits des œuvres préexistantes. C'est-à-dire qu'il devra d'abord demander l'autorisation d'utiliser ces œuvres préexistantes et ensuite rémunérer les auteurs ou les titulaires des droits sur ces œuvres préexistantes à hauteur de leur contribution. Pour les œuvres audiovisuelles, qui sont aussi des œuvres composites, eh bien on considère qu'il y a plusieurs titulaires des droits, le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique, entre autres. Et puis nous avons le cas particulier d'une œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail. Alors, on peut aisément imaginer la situation suivante, c'est que si l'on crée une œuvre dans le cadre d'un contrat de travail, c'est qu'on a été embauché pour réaliser cette œuvre. C'est-à-dire que la création est l'objet du contrat de travail. Dans ce cas, le législateur nous dit que le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux, c'est l'auteur. Mais il y a une présomption de cession de ses droits. C'est-à-dire qu'il est considéré comme auteur et dans la foulée, il transfère ses droits à son employeur. Puisque, rappelons-le, l'objet du contrat de travail, c'est cette création. Mais on peut aussi imaginer le scénario dans lequel le contrat de travail conclu entre cet employeur et ce créateur prévoyait que l'œuvre créée sera en cotitularité. Dans ce cas, l'auteur, créateur et son employeur seront considérés comme co-auteurs en même temps. Et puis nous avons une troisième situation beaucoup plus rare mais qu'il faut envisager, c'est lorsque l'auteur a créé une œuvre dans le cadre de son contrat de travail, ou plutôt dans le cadre de son temps de travail, mais en dehors de son contrat de travail. C'est-à-dire que en créant, il n'a pas fait qu'exécuter ce que lui a demandé l'employeur, mais qu'il a créé quelque chose d'autre, en utilisant le temps de travail et en utilisant les moyens techniques, par exemple, mis à sa disposition par l'employeur. Ici, c'est un cas particulier puisque c'est l'auteur-créateur qui sera considéré comme titulaire des droits, mais la loi donne possibilité à l'employeur d'aller agir en justice, prouver qu'il a contribué à cette création par la mise à disposition de matériel, par exemple, ou par le fait que cette création a été faite dans le temps de travail, et cet employeur pourra réclamer la cotitularité. J'insiste sur le fait que c'est un cas extrêmement rare, mais qu'il fallait simplement l'envisager. Le législateur vient ensuite pour nous dire certains cas de limitation des droits patrimoniaux, c'est-à-dire des utilisations de l'œuvre qui peuvent être faites sans que l'auteur puisse s'y opposer, des exceptions au droit d'auteur. Eh bien, sous certaines conditions, que je vous invite à aller chercher, qui sont publiées sur Internet, sous certaines conditions, chacun d'entre nous peut reproduire une œuvre à des fins privées.
il y a des situations dans lesquelles une œuvre peut être reproduite de manière temporaire, sans que cela représente une atteinte au droit d'auteur. Bien entendu, on peut utiliser une partie de l'œuvre d'un auteur si on l'a cité. Alors, vous êtes a priori bien placé pour le savoir, puisque dans le cadre de vos mémoires à venir, vous serez amené à utiliser les œuvres de plusieurs auteurs, et ce faisant, vous devrez les citer, c'est-à-dire citer l'auteur, citer l'œuvre, l'année de publication, la maison d'édition. Si vous le faites en mettant des guillemets, c'est une exception au droit d'auteur et vous ne serez pas considéré comme plagiaire. Nous avons toute une multitude d'autres cas. Par exemple, lorsque la justice ou l'administration souhaite utiliser une œuvre pour des fins bien sûr judiciaires ou administratives, eh bien, ils n'ont pas à demander l'autorisation de l'auteur. Et enfin, le dernier exemple que je prends, c'est celui de la libre utilisation à des fins d'information, c'est-à-dire que si vous présentez un journal télévisé dans une chaîne d'information et que vous voulez présenter le passage d'un film juste pour en parler, ce n'est pas considéré comme attentatoire au droit d'auteur. Une fois qu'on a déterminé quelles sont les notions essentielles, qu'on a défini l'auteur, l'œuvre, qu'on a défini le contenu de la protection, à savoir quels sont les droits dont dispose l'auteur de manière exclusive, il reste à savoir comment cet auteur va exploiter sa propriété intellectuelle. Autrement dit, quels sont les différents contrats par lesquels l'auteur exploite sa propriété intellectuelle. Et dans ce sens, nous avons la cession des droits, nous avons les concessions de licence d'exploitation, et nous avons le contrat particulier d'édition. Alors, il faut savoir qu'un auteur, donc premier titulaire exclusif de tous les droits sur une œuvre, est totalement libre de céder ses droits. Il peut vendre ses droits. Il peut les vendre en totalité, c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux sur son œuvre, il peut les vendre d'un coup, et du coup, c'est la personne qui achète les droits qui devient titulaire des droits patrimoniaux. Il peut en céder une partie, c'est-à-dire que l'auteur peut céder uniquement le droit de traduire l'œuvre. Il peut céder uniquement le droit d'adapter l'œuvre en film cinématographique. Il peut uniquement céder le droit de distribuer, etc. Il est à savoir que la loi interdit la cession globale des œuvres futures. C'est-à-dire qu'un auteur ne peut pas signer un contrat avec un producteur ou toute autre entité en disant « Je vous cède les droits patrimoniaux de toutes mes œuvres futures ». Ceci est interdit parce que c'est un contrat sur l'incertain. Par contre, il est tout à fait possible pour un auteur de vendre 4, 5, 6 œuvres à venir. C'est-à-dire à partir du moment où le nombre d'œuvres à venir à céder est limité en nombre et dans le temps, c'est tout à fait légal. La cession globale des œuvres futures est nulle de plein droit. Il est aussi à savoir que, outre le fait de céder ses droits, l'auteur peut concéder des licences. Si on veut le dire de manière triviale, on peut dire qu'il peut louer momentanément ses droits d'auteur. Et cette concession de licence peut être exclusive ou non exclusive. Exclusive signifie que il donne le droit à un concessionnaire, il lui donne le droit seul d'exploiter les œuvres. Par contre, quand c'est une licence non exclusive, ça veut dire que l'auteur peut donner ce droit, peut concéder cette licence à plusieurs personnes en même temps ou à une personne
tout en gardant lui la possibilité de l'exploiter, c'est-à-dire l'exploiter concurremment. Il est à savoir aussi que ces licences sont limitées dans le temps et dans l'espace. Un auteur peut donner licence à une personne pour exploiter son œuvre sur un territoire donné et pendant un moment donné. Comme il peut donner concession de licence pour le monde entier, mais pour une durée limitée. Il est à savoir également que ces contrats de cession ou de licence doivent obligatoirement être faits par écrit. La condition de forme de l'écrit est constitutive du contrat. Autrement, il n'existe pas. Comme je viens de le dire, ces contrats de licence peuvent être très variables. Il est à rappeler que la liberté contractuelle est extrêmement forte dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir que la volonté des parties joue un rôle très important. Bien sûr, il y a l'encadrement normatif, bien sûr, il y a les règles que nous impose la loi 200 notamment, mais pour tout le reste, pour les aménagements, la liberté contractuelle est reine. Et c'est ce qui fait que ces contrats par lesquels un auteur vend, cède ses droits d'auteur ou concède une licence sur ses droits d'auteur, leur étendue peut être très variable, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, ça peut concerner le monde entier, un continent en particulier, certains pays, un seul pays. Elles peuvent concerner la totalité des droits patrimoniaux, comme elles peuvent concerner un ou deux droits, adaptation, traduction, par exemple. Il est à savoir aussi que le contrat de licence ou la cession des droits peuvent aussi varier dans le sens des objectifs, des buts. Pour quelle raison je vous cède ou je vous concède cette licence. Ainsi que les moyens d'exploitation. Dès le départ, l'auteur, ou plutôt le titulaire des droits qui cède ses droits ou qui concède une licence sur ses droits, peut se mettre d'accord avec le concessionnaire sur l'étendue des moyens d'exploitation. Par ailleurs, il y a un type de contrat qui est propre à la propriété littéraire et artistique, mais pas que, puisque de plus en plus on le trouve dans le domaine du design et donc des dessins et modèles industriels. Le contrat d'édition n'est pas à proprement parler une cession des droits d'auteur, c'est plutôt une cession d'un seul droit, qui est celui de fabriquer en nombre et de distribuer. C'est-à-dire qu'ici, l'auteur, que ce soit l'auteur d'une œuvre littéraire, que ce soit l'auteur d'une œuvre de design, que ce soit l'auteur d'une œuvre cinématographique, signe un contrat, se met d'accord avec une entité qui est la maison d'édition ou l'éditeur pour que celui-ci assure la fabrication de l'œuvre et sa diffusion. Quand on dit la fabrication de l'œuvre, il faut entendre l'accompagnement de l'auteur dans le processus créatif jusqu'à ce que son œuvre soit fixée sur un support physique, qui va être le livre, notamment. Et ensuite, l'éditeur se charge de diffuser ces supports physiques sur lesquels l'œuvre est fixée dans différents points de vente, mais également l'éditeur va assurer la promotion, la publicité de cette œuvre pour qu'il y ait le plus grand nombre de ventes possible. C'est un contrat qui doit obligatoirement être passé par écrit et qui implique des obligations réciproques pour l'auteur et pour l'éditeur. Ainsi, l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible du droit cédé. Il faut rappeler ici que l'éditeur paye l'auteur pour qu'il lui cède ce droit. Ou dans certaines situations, il ne le paye pas, mais il prend des risques financiers parce que c'est lui qui va assurer l'impression et la diffusion. Donc, il est légitime qu'en contrepartie, l'auteur lui garantisse l'exercice paisible de ses droits
droit, notamment en ne cédant pas des licences concurrentes à d'autres éditeurs, ou plutôt en ne signant pas des contrats d'édition avec d'autres éditeurs, alors que ce n'était pas prévu par le contrat. Il est à savoir aussi que l'auteur, même lorsqu'il cède le droit de fabriquer l'œuvre en nombre à un éditeur, il reste le titulaire des droits sur celle-ci, c'est-à-dire qu'il reste le propriétaire de cette œuvre. De son côté, l'éditeur a un certain nombre d'obligations. Bien entendu, la première des obligations, c'est de respecter le contrat. Et donc, si le contrat d'édition implique que l'éditeur doit fabriquer 1000 exemplaires, eh bien, il doit fabriquer 1000 exemplaires, ni moins, ni plus. Il doit bien entendu respecter le droit moral de l'auteur, en n'apportant aucune modification à l'œuvre, sauf si c'est autorisé par l'auteur, et en faisant figurer le nom de l'auteur sur tous les exemplaires, sauf si l'auteur demande à être cité par un pseudonyme ou à rester anonyme. Et bien sûr, l'éditeur doit être en mesure de justifier l'exactitude de ses comptes pour prouver à l'auteur qu'il n'a pas fabriqué plus d'exemplaires non déclarés, qu'il a effectivement vendu les exemplaires au prix qui était convenu, et que le pourcentage qui va revenir à l'auteur est justifiable d'un point de vue comptable. Le but de tout ceci, c'est d'assurer une diffusion de l'œuvre et donc une rémunération de l'auteur. Cette rémunération n'obéit pas à une règle objective. Là encore, la liberté contractuelle trouve un champ d'application très vaste. Et donc la rémunération peut être forfaitaire, c'est-à-dire que dès le départ, l'éditeur dit à l'auteur « Je te donne X milliers de dirhams pour que tu me cèdes le droit de fabriquer et diffuser », et on s'arrête là. Comme ça peut être en fonction du résultat de l'exploitation, c'est-à-dire un pourcentage de chaque œuvre vendue. Tout dépend des négociations. Il faut savoir, enfin, que ce contrat d'édition cesse de produire des effets, cesse d'exister dans plusieurs situations. Bien sûr, si l'objet du contrat est réalisé, le contrat cesse. Mais il faut ajouter à cela deux autres situations. La première, c'est si l'éditeur, pour une raison qui le concerne, qui le regarde, procède à la destruction totale de tous les exemplaires, sans bien sûr les avoir mis à disposition des points de vente. C'est un motif de résiliation du contrat d'édition. Si, donc deuxième raison, c'est si, malgré les dispositions contractuelles, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre dans un délai dit raisonnable, s'il n'a pas procédé à sa réédition alors que c'était convenu, eh bien l'auteur ici peut mettre en demeure l'éditeur de le faire, et en cas de inaction, le contrat est résilié. Grosso modo, on peut comprendre que le contrat est résilié si l'éditeur ne respecte pas les termes du contrat ou s'il procède à la destruction des exemplaires pour une raison non justifiée. À bientôt.